Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 sur la chaîne de télévision La Télé-Vérité Kanakine. Et la rediffusion, cette fois-ci, c'est le jeudi, mais pas avant midi, mais c'est aux environs de 15h. Et je dis merci à tous les internautes qui nous écrivent à partir du monde entier, du Congo profond, de ma base de Walikale que j'aime bien, au niveau de l'Est, à Lubumbashi, à Bumba, au Congo central, à Brazzaville, où il y a aussi beaucoup d'appels, à Hong Kong, où on m'écrit aussi. Nous vous remercions pour la confiance. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette année. Eh bien, je reçois pour ce soir une dame, une surprise. Pour cette année, elle n'a pas vraiment beaucoup parlé. Elle s'était réservée, elle devait d'abord voir comment évolue l'actualité politique ici en République démocratique du Congo et puis émettre ses impressions en tant que politicienne. Ce soir, je reçois Mme Koudoura Mwajima Cynthia. Elle est secrétaire générale du Front pour l'intégration sociale FIS en sigle, un parti politique ici en RDC. Nous allons devoir parler de l'actualité. Madame Cynthia, bonsoir. Bonsoir Mario, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Ça fait quand même un bail que je oui. n'ai plus sur mon plateau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les téléspectateurs ne vous ont plus vu. C'était en début d'année, je pense. En début d'année. En début d'année. Ça date vraiment des mois. C'était en début d'année. Ça marche, vous avez bonne lumière. Merci. C'est très gentil. C'est très gentil, merci. La République démocratique du Congo évolue. Oui. Le président Félix Tshisekedi est là pratiquement 3 ans. Il y a eu des avancées. Absolument. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes sur le plan interne, sur le plan social, politique. Il est passé dernièrement au niveau du Congrès où il a donné sa position. Vous avez suivi ce discours? J'ai suivi le discours, bien évidemment. En toute humilité, honnêteté, je voudrais d'abord, comment vous avez jugé ce discours d'abord? J'ai trouvé que, bon, sous le plan de la forme, d'abord, je trouvais que c'était une très bonne communication. Je pense que c'était une de ses meilleures communications. Je trouvais que le texte était bien construit. Le rendu était très bien, je trouvais qu'il était très à l'aise. Ça impressionne. Oui, oui, c'était une très bonne communication. Je pense que c'était une de ses meilleures communications. Maintenant, sur le fond, je pense que le président de la République lui-même, il a retracé un petit peu son bilan. Donc, et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a eu le courage et l'honnêteté de dire là où ça ne marchait pas pour le cas de la SNEL, par exemple. Ça, j'ai apprécié. C'est pas facile pour un chef d'État. Absolument. Donc, il a dit effectivement qu'il y avait des problèmes au niveau de la SNEL, il y avait des turbines qui ne fonctionnaient pas, et c'est la raison pour laquelle on avait toujours des problèmes intempestifs de courant. Donc, il a brossé. Moi, c'est difficile de prendre tout ce qu'il a dit, mais on pourra prendre le problème de la sécurité. On peut prendre le problème de la SNEL, qu'on va aborder tout à l'heure, le problème des climats des affaires, et puis, pourquoi pas, le problème de la santé avec la couverture santé qu'il avait annoncé notamment, et les missions du gouvernement. Je crois que nous sommes dans un monde des capitalistes. Oui. Nous allons revenir avec la SNEL, la Régie des eaux. Oui. Mais je veux qu'on parle un peu du climat des affaires. Oui. Parce que c'est un peu le quotidien des Congolais en général. Absolument. Nous devons avoir des PME, nous devons avoir des entreprises. Absolument. Pour permettre aux gens de travailler, d'avoir de l'argent, de nourrir. Est-ce qu'actuellement, le cadre est assez assaini, il y a possibilité de travailler normalement? Moi, je souligne la volonté du chef de l'État à vouloir aller chercher les investisseurs. Ça, c'est quelque chose de louable, il faut l'encourager. Il a beaucoup travaillé, il fait énormément de voyages et tout ça. Donc, comme vous l'avez annoncé, je suis secrétaire général d'un parti qui soutient évidemment le président de la République. Nous sommes dans l'Union Sacrée. J'ai rappelé que vous êtes dans l'Union Sacrée. Absolument. Et puis, je suis aussi dans un mouvement associatif qui le soutient. C'est l'Imperium Tshisekedi, dans lequel je suis parmi les coordonnateurs également. Donc, moi, je le soutiens. Mais comme je le soutiens, j'aimerais lui proposer quelque chose. L'idée de vouloir avoir des investisseurs, c'est une excellente idée. Mais moi, je peux proposer au président de la République, au lieu d'aller les chercher, il pourrait les faire venir ici au Congo. Ça nous coûterait déjà moins cher au niveau des finances publiques. On pourrait organiser des conférences internationales, des forums, voilà, dans lesquels nous montrons aux investisseurs les domaines dans lesquels ils peuvent investir. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, le domaine de l'énergie, le domaine des mines, etc. L'agriculture. Et l'agriculture, il y a énormément de domaines. Donc nous exposons aux investisseurs, voilà, vous pouvez investir ici, voilà comment le Congo peut gagner, comment vous pouvez gagner. Parce qu'il faut savoir qu'un investisseur, il y a plus ou moins 192 pays dans le monde, plus ou moins. Donc, quand un investisseur choisit un pays, c'est-à-dire qu'il vous choisit parmi ces pays-là, parmi les 192 pays. Avec des risques. Absolument. Donc, ça veut dire que nous devons être compétitifs. Parce que nous devons être choisis parmi tous ces pays, tous les pays du monde. Quelqu'un se dit, tiens, moi, je vais investir au Congo. Que cherche un investisseur?
Un investisseur cherche d'abord la sécurité. C'est comme Le ça. socle d'abord. C'est la première des choses. Vous n'allez pas aller investir dans un pays qui est instable, où il peut y avoir la guerre civile à tout moment. Exactement. Donc, le problème de la sécurité du territoire est importante. La question de la sécurité des biens et des richesses est importante. La question de la sécurité des personnes, des frontières, c'est très important. Donc, un investisseur, la stabilité des banques. Absolument. Donc, l'investisseur voit la question de la sécurité. Un investisseur, quand on vient avec une entreprise qu'on veut créer ou qu'on veut délocaliser, ce qui nous intéresse, c'est les charges. On regarde là où un entrepreneur, il regarde là où l'entreprise n'aura pas trop de charges. Il est attiré également par la main-d'œuvre. On cherche également une main-d'œuvre bon marché, à moindre coût. Voilà ce qu'on cherche plus ou moins. Et la fiscalité aussi, très importante, une fiscalité assez attrayante, dans laquelle il n'y aura pas une forte pression. Voilà un petit peu les critères. Il y en a d'autres. Hein. Mais donc, au lieu d'aller les chercher, c'est mieux de travailler sur ces aspects-là et les investisseurs viendront eux-mêmes. C'est un peu comme nous, dans les années 60, les Sud-Africains, un peu, je sais pas, il y avait les étrangers qui venaient se faire soigner. Qui venaient se faire soigner au Congo. Même travailler ici. Oui, qui même travailler, parce que nous étions une référence en termes de la santé publique, etc. Quand vous envoyez vos enfants en Europe, par exemple, c'est parce que la France, la Belgique, les États-Unis, ils sont des références. Ça a un coût aussi. Ils ne viennent pas nous chercher. Même quand on envoie, ça a un coût aussi. Voilà, ils ne viennent pas forcément nous chercher, mais ils ont travaillé de manière à être de référence dans tel domaine, ce qui fait que quand vous voulez vous faire soigner, vous savez qu'il faut aller, je ne sais pas moi, en Europe, aux États-Unis pour la prise en charge. Donc voilà ce que je voulais dire sur le climat des affaires. C'est une bonne chose, mais ça a un coût quand le président se déplace comme ça. Donc on peut obtenir le même résultat en les faisant venir ici. Et vous faites des grandes conférences internationales. Macron a fait, récemment, il a fait un sommet, France-Afrique, à Montpellier, je pense que je ne sais plus c'est exactement. Où il a invité la société civile. Bon, évidemment, il n'y avait pas les dirigeants africains, c'est dommage. Moi, je trouvais qu'il fallait que les dirigeants africains soient là parce que c'est eux les acteurs principaux, absolument. Mais c'est ça. Donc, vous organisez. Ils ont réfléchi, en fait. Voilà. Et vous discutez comme ça, et vous proposez, voilà, ce que vous avez à proposer, et voilà. Et c'est une vitrine, en fait, voilà, pour le monde. J'ai échangé dernièrement avec quelqu'un qui me disait, oui, c'est bien d'aller chercher des investisseurs pour les ramener au pays. Mais en interne, il y a aussi une force positive dynamique. Je voulais dire qu'il y a des gens, des Congolais, qui ont suffisamment aussi des moyens, mais qui ne sont pas orientés, qui ne demandent qu'à être orientés pour aussi redynamiser l'économie. Donc, il faut aussi penser en interne à ces Congolais qui ont déjà les moyens, qui peuvent aussi aider l'économie, aider le gouvernement à l'aide de l'argent. Exactement. Et ça, on y pense pas. C'est à la création des entreprises. On pense plus aux investisseurs de l'extérieur. Oui, il y a les investisseurs qui viennent de l'extérieur. Il y a les Congolais aussi qui ont envie d'investir chez eux. D'accord. Il leur faut un climat aussi. Il faut un accompagnement. Il faut l'assainissement du climat des affaires, effectivement. Il faut la création d'entreprises parce que c'est ça qui crée des richesses dans un pays, partout, n'est-ce pas? Les multinationales dont on parle, les multinationales, ce sont des entreprises, ce sont des grandes entreprises. Voyez. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je voulais m'attarder aujourd'hui sur ça parce que les débats politiques, franchement, quand tu regardes la télévision, c'est du déjà vu. Et on en a marre. On a besoin du concret. Il faut parler de la création d'entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises ne fonctionnent pas? Parce que c'est ça qui va relancer le pays. Quand il part de la SNEL, mais la SNEL, c'est le développement. C'est l'énergie, oui, c'est l'emploi. Donc c'est là où nous devons nous atteler et appeler maintenant les responsables à leurs responsabilités. L'économie aujourd'hui, c'est pratiquement entre les mains des expatriés, alors que nous avons cet avantage d'avoir une forte population en République démocratique du Congo. C'est une forte à l'instar de l'Égypte, absolument, à l'instar du Nigeria, absolument, un peu de l'Afrique du Sud, absolument, de l'Algérie. Absolument. Est-ce que j'ai comme l'impression que l'économie ne suit pas vraiment l'élan ou la vision du chef de l'État? Voilà ce qui s'est passé. En 2008, je parle des entreprises parce que c'est le cœur même du sursaut économique. On nous a vendu un rêve ici en nous disant qu'il fallait absolument privatiser. Il y a 54 entreprises du portefeuille. 54. On a dit, voilà, à cause du poids de la tutelle, à cause de l'irresponsabilité des mandataires, on va libéraliser le secteur. Donc on va privilégier les partenariats publics, privés, comme gage d'efficacité, comme gage de productivité. C'était en 2008 avec l'ancien Premier ministre Muzito. Et Mme Janine Mabunda était ministre du portefeuille à ce moment-là. À l'époque. On a bradé.
C'est la vérité, on a bradé enfin, nos entreprises. Brader, ça veut dire on les a vendus, on les a vendus. vendus. Alors que pendant la même période, parce que ça s'est fait en 2008 et 2008, c'était la crise financière internationale. Vous vous souvenez, avec la crise des subprimes. C'est le monde entier qui était pratiquement... Absolument. Les États-Unis, eux, ils ont fait l'inverse, ils ont nationalisé les entreprises. Donc, ils ont racheté les actifs toxiques, justement, avec le plan Paulson. On rachète, nous, on fait l'inverse, on libéralise, on dit, voilà, non, il faut libéraliser parce que nous, il y a le poids de la tutelle et puis les mandataires sont irresponsables. C'est un argument que j'ai trouvé faux. On avait mal réfléchi à l'époque. C'était faux, parce que dire que les mandataires sont irresponsables, c'est pas vrai, parce que quand il y a mégestion, les mandataires sont interpellés au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre justement de leur gestion au niveau de leurs entreprises respectives. Il y avait même une commission d'enquête parlementaire à l'époque sur la Sokimo et d'autres entreprises et tout. Donc ça, je le sais parce que j'avais les dossiers et j'ai eu à travailler sur ces dossiers-là à l'université. Donc je maîtrise très bien tout ça. Donc on nous a dit, voilà, c'est bien. Maintenant, nous sommes en 2021. Quel est le bilan? Quel est le bilan de la SNEL? Société commerciale transformée. Quel est le bilan de la régie des eaux? Société commerciale transformée. Et d'autres, la GKMIN et tout. C'est qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Donc ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau, je pense, de la gabegie financière. Moi, je pense que le problème, la mauvaise gestion et le manque de vision. Je m'explique. Quand le président de la République, le président donne le constat que ça ne fonctionne pas. Il y a Inga 1, il y a 6 turbines avec 6 turbines alternateurs. Oui. Inga 2, c'est 8 turbines. Si vous prenez les deux capacités, c'est plus ou moins 3900 MW. Mais on n'est même pas à la moitié de la capacité. Parce que les machines ne fonctionnent pas, parce que ceci, les câbles de distribution, il y a des problèmes, etc. Maintenant qu'il y a le constat du chef, quelle est la politique gouvernementale, quelle est l'action plutôt gouvernementale du Premier ministre et son gouvernement? Quelle est la politique managériale du comité qui a interpellé aussi. Absolument. Quelle est maintenant la politique managériale du comité de gestion de la SNEL? C'est là où moi j'ai un problème. Parce que le chef dit, voilà, ça ne fonctionne pas. Et là, il a le courage de dire, il faut que ça fonctionne. Parce qu'on ne va pas venir raconter des histoires et dire que la SNEL, ça fonctionne. Mais ils doivent être interpellés. Maintenant, quelle est la suite? Comment on passe du constat à la résorption des problèmes ou à la solution? Comment on fait? Il faut interpeller le comité de gestion qui viennent répondre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut que le Premier ministre, parce que le Premier ministre, c'est lui qui définit la politique gouvernementale en concertation avec le président de la République. Donc lui, le Premier ministre aussi, doit maintenant faire le relais avec son ministre à l'énergie et à l'électricité et les mandataires qui, eux, gèrent aussi au quotidien l'entreprise NEL. Voilà. Et moi, je dis ceci. Même s'il y a une volonté du chef de l'État manifeste effectivement de vouloir relancer l'économie de ce pays, il ne pourra pas y arriver seul, ce n'est pas possible. Diriger la RDC, c'est diriger 25 pays de l'Union européenne. Je m'excuse de vous interrompre, madame. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coaching, pas de coaching, un problème de casting plutôt, je voulais dire? Il y a un problème, c'est là où j'allais dire, c'est là où j'allais arriver, Mario. Imaginez-vous, le Congo, c'est 25 pays de l'Union européenne. Donc c'est comme si Macron ou Angela, même si elle est chancelière, elle n'est pas présente, mais elle dirige l'Allemagne. C'est pas peu. Elle devait diriger toute l'Union européenne. Donc si vous n'avez pas une bonne organisation, si vous ne décentralisez pas correctement les tâches, les responsabilités, ça sera très compliqué. Moi, je propose, il faut arriver à décentraliser toutes les entreprises. J'ai emmené ici un document, j'en profite, pour illustrer aux Congolais, à mes compatriotes, que nous, dans ce pays, on ne pouvait pas avoir des problèmes d'eau ni d'électricité. J'ai malheureusement oublié la carte hydrographique de la RDC. Mais voilà ici, d'une manière générale, j'ai apporté un document parce que... Allez, vous pouvez tourner la caméra. Oui, vous pouvez voir ici, en fait. Je vais vous montrer quelques documents. Ça, en fait, c'est la carte dans laquelle on propose, ou moi, lorsque j'ai travaillé, j'ai proposé effectivement dans chaque province, parce que malheureusement, prochainement, je vais emmener la carte. Quand vous regardez la carte hydrographique du Congo, à commencer par le fleuve du Congo lui-même, de sa source, donc à l'ex-Katanga, jusqu'à son embouchure au Congo central, le fleuve traverse quasiment tout le pays. De la République. Ça, c'est uniquement le fleuve. Donc, il y a possibilité de reprendre le relais. Absolument. Si vous allez au niveau des lacs, il y a des provinces qui sont servies. Vous allez au niveau des rivières, au niveau des petits cours d'eau, c'est-à-dire que tel que Dieu a fait les choses dans le pays, toutes les rivières, tous les cours d'eau relient. Nous sommes connectés au fait. Nous sommes connectés partout au niveau de la République. Donc, normalement, au Congo, on ne peut pas manquer ni d'eau, ni d'électricité. Quand j'ai travaillé sur la réforme des entreprises, j'ai proposé de construire justement, de décentraliser justement les entreprises de la SNEL, de manière à ce que chaque province, soit autonome
on ait des centrales électriques qu'on peut installer au niveau des affluents du Congo. Ici, voilà, par exemple, le document ici, c'est ça justement, c'est-à-dire on a encerclé, parce qu'il y avait des experts aussi qui avaient travaillé là-dessus. Ok. Oui, donc c'est un rendu sur la carte que j'ai prise chez les experts, où justement, eux également avaient encerclé les endroits où on pouvait installer, par exemple, ces centrales électriques-là, au niveau du Kivu, au niveau du Tanganyika, au niveau du Maï-Dombe. Voilà, vous avez ici déjà, c'est le port, c'est Mwanda, c'est le barrage d'Inga et tout. Donc déjà, c'est une zone portuaire. Donc ça, c'est quand même développé, contrairement à d'autres voilà, parties vous avez la Tumba ici, Maïndombe, et puis à l'est, et puis un peu plus au sud, Kambamba ou Bemba et tout ça. Donc l'idée était d'installer, pour moi, des barrages multifonctions. Voilà. Et c'est aussi le travail que ces experts ont fait. Ils ont proposé aussi une réforme, une relance justement du grand barrage. Et ils ont proposé aussi d'autres constructions. Mais il y a des projets avec beaucoup de barrages, même à l'époque de Kabila. L'idée des barrages multifonctions, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, pour moi, j'estime qu'on peut, puisque je vous ai dit, toutes les provinces, il y a une capacité, voilà, il y a des fleuves, il y a des lacs, il y a des rivières, etc. On peut installer des mini-barrages là-bas multifonctions pour les inondations, parce qu'ils vont retenir les eaux lors des inondations, pour l'agriculture, par exemple, n'est-ce pas? Pour le contrôle du débit. Et là, j'ai même emmené, j'ai retrouvé un document également ici, où on a même un graphique sur le débit. Un graphique déjà élaboré. Déjà élaboré. Sur le débit. Sur le débit. Donc, on a toutes les données. Voilà un graphique sur le débit. On connaît absolument le débit du fleuve Congo pendant l'année. Donc, vous avez ici, par exemple, c'est exprimé en mètres cubes par seconde durant l'année. Donc, on a par exemple ici, en janvier, le débit est de 55 000 mètres cubes par seconde. Et puis, donc, on voit que entre janvier et février, c'est au plus bas. C'est à 33 000 mètres cubes, absolument. Et le pic, c'est entre novembre, je pense que là, c'est parce que c'est la reprise de la saison de pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des données comme ça, vous savez pertinemment à quel moment on peut faire des réserves d'eau. Quand il y a des inondations, voilà à quoi servent ces barrages multifonctions. On fait des captages d'eau, on va les utiliser au moment de la saison sèche. Vous pouvez les utiliser pour produire l'électricité, pour le dragage, l'irrigation, excusez-moi, l'irrigation des plantations agricoles, etc. Donc, on a toutes les données possibles des experts pour faire en sorte qu'on ait une bonne politique au niveau de la production d'électricité. C'est ça, moi, en fait, où est mon problème. Et c'est ça que je dis, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement et des mandataires publics, du comité de gestion de la STEL, pour nous expliquer comment ça se fait que ça ne fonctionne pas. Il y a un problème aussi. Les gens réfléchissent sur ces problèmes assez capitaux, des problèmes d'énergie, des problèmes d'eau. Mais est-ce que nous avons les moyens de mettre tout ça en musique? Ça, on a le moyen, le coût. Les besoins sont tellement énormes. Non. Il y a beaucoup de secteurs de la République qui ont des problèmes. Est-ce que nous avons les moyens de canaliser cet argent pour finaliser ces projets? Mais nous avons les moyens. Si nous ne sommes pas capables, à partir de la SNEL nous-mêmes, de produire, de faire nos propres bénéfices, parce qu'il y a eu des projets qui ont été initiés dans ce sens-là, pour même élargir le réseau de distribution à l'étranger, de vendre, entre guillemets, notre électricité jusqu'en Égypte, au Nigeria. Donc, de rajouter aux lignes qui existent déjà, celles de la Namibie, de l'Afrique du Sud et tout, on rajoute d'autres lignes pour pouvoir faire des bénéfices. Si on ne peut pas, il y a des partenariats qui existent. Mais moi, je sais que le coût pour, par exemple, réhabiliter le grand Inga, d'après les experts ici qui avaient travaillé, c'est plus ou moins 1,830 millions de dollars. Plus les centrales, si je vous parlais des centrales dont je parle au niveau des provinces, 1 milliard aussi 400 millions, 22 millions. 1 milliard 422 millions, donc plus ou moins. Donc ça, je pense qu'il y a moyen. Et si ça ne va pas, on peut travailler encore avec des consortiums. On peut chercher des partenaires pour investir. Il y a une dame qui m'a interpellé concernant la CEL. Elle me dit, en fait, à l'époque, nous avons grandi, le courant, on le payait à la fin du mois, parce que nous avons cette chance d'avoir beaucoup de barrages, il y a le courant chez nous ici. Est-ce que maintenant, le Congolais doit impérativement passer par les prépayés pour... là, c'est peut-être pour les pays qui ont des problèmes d'énergie. Les prépayés, ça devient les modalités de paiement. Les modalités de paiement. Vous voyez? Est-ce qu'on peut les adapter aux besoins des Congolais qui, naturellement, ont de l'énergie le problème, c'est qu'on paye pour un service... Nous sommes un peu trop capitalistes de ce côté. Oui, mais c'est surtout le problème, c'est qu'on paye pour un service qui n'est pas satisfaisant. C'est ça le problème. Là, c'est un autre débat aussi. Mais non, mais c'est ça le débat. Le service, la SNEL, elle rend un service, elle vous donne des sociétés, vous payez. Mais il n'y a pas de courant. On n'a pas un courant continu comme ça, ou stable comme ça, qui fait que, voilà, les Congolais peuvent se dire, oui, effectivement, les factures qu'on reçoit, ça se justifie, ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. C'est parce que vraiment, on est un pays, parfois, on laisse faire les choses, mais normalement,
On pouvait aller brûler les bureaux. C'est une façon de parler. Hein. Les gens sont une façon de parler. C'est une façon de parler. Mais je veux dire, il y a de quoi être mécontent, quoi. Je veux dire, au niveau du service, de la qualité du service rendu, c'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Et c'est comme ça que je dis qu'il faut réformer. Il faut vraiment penser à une nouvelle façon. Moi, je dis qu'il faut décentraliser. Je dis, ces 25 pays, il faut que le chef de l'État, surtout le gouvernement ici, parce que c'est le gouvernement et le mandataire, il faut penser à le gouvernement des warriors. Il faut décentraliser, il faut qu'on ait des centrales partout, au niveau des affluents. Là, vous allez donner l'autonomie partout, dans chaque recoin de la République, il y aura... Au niveau de la régie des eaux, je me rappelle, lors du lancement des 100 jours, il y a des moyens qui ont été mis. Il y a des grands travaux, surtout au niveau de l'usine de l'ozone à Mbinza. Mais ça traîne quand même les pas. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, nous pourrons avoir suffisamment d'eau potable pour les populations? Rien qu'ici à Lipen, il y a un problème d'eau. À Delvaux, il y a un problème d'eau. Vous regardez la carte hydrographique de la RDC, aucun recoin de la République manque d'eau. Si nous manquons, c'est parce que nous n'avons pas une politique, une managériale, nous n'arrivons pas à matérialiser la vision. Par exemple, pour le cas ici du chef de l'État, le gouvernement n'arrive pas... Donc, on regarde ce problème de casting que nous avons évoqué. Il y a un problème de casting. Alors, si ce n'est pas ça, qu'ils fassent une communication, qu'ils nous disent quel est le problème et comment est-ce qu'ils comptent y remédier. Pourquoi est-ce que je dis ça, Mario? Comme je l'ai dit, le chef de l'État ne peut pas tout résoudre. Mais moi, mon souci, c'est qu'il doit rester sur deux axes principaux, à mon sens, deux fronts. La sécurité, parce que c'est lié au développement. Lui qui va chercher des investisseurs, ils ne viendront pas s'il y a toujours un problème de sécurité des groupes armés à l'Est. Ensuite, l'Est, là-bas, c'est la caserne, la caserne d'Ali Baba. Oui, c'est la caserne d'Ali Baba. Et donc, il faut absolument arriver à ce que nous soyons maîtres de ce domaine-là, puisque les richesses sont là-bas. Donc, il faut sécuriser. Mais il fait des efforts depuis qu'il est arrivé. Il ne fait justement, que mais il faut absolument, et de manière à ce que même... Ça doit être en continu, en fait. Qu'on puisse retenir que le président Félix Tshisekedi nous a résolu le problème de l'Est et le problème du courant. Parce qu'il ne pourra pas tout faire. Mais au moins qu'il reste axé en se disant ça, il faut que j'arrive à réussir, que je réussisse à résoudre ce problème-là. Comme on retiendra par exemple plus tard l'ancien président, le feu Mobutu, on peut retenir, il a créé le Baradinga du peuple. Voilà, c'est ça. On se dira la guerre à l'Est, on la devra au président Félix Tshisekedi. Voilà ce qu'il faut. Parce que c'est lié, le développement, les investissements, les industries et tout ça dont on est en train de parler, parce que l'énergie, c'est l'industrie. Parce que quand vous allez installer toutes ces centrales-là, on peut créer des nouvelles villes. On crée des nouvelles villes industrialisées et on fait même des spécialités au niveau des provinces. Comment, par exemple, Kalemi devient une province, je ne sais pas moi, haute technologie, Bukavu, pétrochimique, parce que par rapport aux richesses... Oui, donc vous allez spécialiser comme ça les provinces parce que vous les avez industrialisées, vous avez construit des nouvelles... Ça crée de l'emploi. Absolument. Donc c'est très important. Les entreprises, aujourd'hui, elles ne contribuent pas énormément au budget de l'État parce que pour la plupart, elles sont complètement sur des coquilles vides, quoi. Oui, mais c'est vrai, je voudrais pas revenir sur les entreprises parce qu'avec le travail de l'inspecteur général des finances, on s'est rendu compte dans plusieurs régies, au niveau de Kinshasa, dans les grandes villes, il y a quand même l'augmentation des recettes. Il y a quelque chose d'assez positif qu'on doit souligner, qu'on ne peut pas négliger. Mais est-ce que la redistribution, ça pose aussi problème? Ça commence par vous mobiliser. Vous mobiliser. Vous mobiliser. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Quelle est la politique par rapport à ça? Les entreprises, il faut les créer. Je vous prends par exemple, excusez-moi, le problème de la pêcherie ici. Moi, j'ai lu l'information, je ne sais pas si elle est vraie, qu'on aurait acheté par exemple 10 millions de dollars en Namibie là-bas et on est incapable de récupérer. Ça va pourrir. Je ne sais pas si l'information est vraie. Moi, j'ai lu ça. Mais imaginez si c'est vrai, c'est une catastrophe. D'abord, dans un pays comme le nôtre, est-ce que vous savez qu'on importe plus ou moins, moi j'avais lu un rapport en 2018 de la Banque centrale, c'est 2 milliards de dollars qu'on importe en termes 2 milliards qui sortent pour aller à l'extérieur. C'est pour l'importation. Qu'on pouvait regarder des aliments, des vivres frais et tout ça, 2 milliards. Vous imaginez. Alors que je vous dis qu'on a des lacs, on a des fleuves, l'État dépense 2 milliards de dollars pour importer ces trucs. Il faut inverser la tendance. Mais justement, alors, le problème c'est que, comme souvent ce qui se passe, c'est que quand vous créez une entreprise, vous allez être contrôlé. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec nous les Congolais. C'est la logique mondiale. Alors, on évite ça. Alors, tout ce qui nous intéresse, c'est on va juste sortir l'argent pour acheter ces poissons-là, on distribue les commissions et puis terminé. Quid de ce qui arrive là-bas, on s'en fout. C'est ça le problème du Congo. Il n'y a pas une vision comme ça, gouvernementale, propre,
pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos lacs, qu'est-ce qu'on fait avec nos rivières, qu'est-ce qu'on fait avec le fleuve, qu'est-ce qu'on fait avec nos richesses minières et tout, qu'est-ce qu'on en fait. Vous avez des pays, dont je n'ai pas forcément envie de citer le nom ici, mais qui ont des industries pour transformer les minerais, alors qu'ils n'ont pas de minerais dans leur sous-sol. Ça doit quand même nous interpeller à un moment donné, ça. C'est très important. Oui. Vous êtes dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. La rediffusion, c'est le jeudi en début d'après-midi. Je reçois pour ce soir Mme Kodora Cynthia. Elle est secrétaire générale du Front pour l'intégration sociale. La FIS, c'est un parti politique ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de l'énergie, de l'électricité, de l'eau. Nous avons parlé, avant de prendre la CENI, de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président a fait, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'efforts. Il y a même cette histoire de où les policiers sont partis à l'est, les militaires sont partis à l'est pour essayer de sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas que l'état de siège risque d'absorber assez d'argent et handicaper carrément le bon fonctionnement de l'économie, parce que ça, nous avons pratiquement une année? On va partir à une année, c'est vrai, mais je vous ai dit tout à l'heure dans ma démonstration, le problème de la sécurité, pour moi, est primordial, Mario. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut avoir un climat des affaires. Parce que, imaginez, mettez-vous à la peau du président de la République. Il entame comme ça, on l'appelle, là-bas, ça ne marche pas, on coupe les têtes, on fait ceci et tout. Quoi qu'il arrive, il devra tout lâcher pour aller résoudre les problèmes là-bas. C'est la vie des Congolais. Parce qu'à un moment donné, à partir du moment où l'intégrité du territoire est menacée, la vie humaine d'un Congolais est menacée, ça deviendra sa priorité, quoi qu'il arrive. Donc il n'a pas le choix que de résoudre ce problème. Et moi, c'est pour ça que moi je vous ai dit, pour moi le premier problème ici dans ce pays, c'est le problème de la sécurité. Il faut que les gens arrivent à vivre en paix. Il faut que nous arrivions à maîtriser nos richesses. Nous avons les portables ici que nous utilisons tous, c'est fait à partir du coltan. Voilà. Nous n'avons même pas d'entreprise pour transformer ce coltan. Même la batterie, nous avons voilà. Les véhicules. Mais voilà. On n'a rien pour pouvoir nous-mêmes transformer nos matières premières, créer nous-mêmes nos plus-values et les vendre. Non, non, on nous pille nos richesses, on va transformer, on va créer les téléphones avec nos matières premières pour venir nous le revendre ici à ces grandes les sociétés multinationales qui viennent nous le revendre, alors que nous pouvions nous-mêmes aussi les créer, les vendre ici, chez nous. Vous entendez par moment, j'ai l'impression que le président Félix passe pour un incompris, alors que lui, il a déjà ciblé les problèmes de le problème de la sécurité, il doit résoudre. Moi, je dis c'est une obligation. Il est le chef du commandement suprême des armées déjà. Garant de la nation. Absolument. Il faut résoudre. Parce qu'il y a des gens qui sont massacrés. Il y a une occupation à l'Est. Il faut résoudre. Comment est-ce que vous voulez que le pays... Les élections qui arrivent bientôt. Absolument. Alors voilà, il y a les élections qui arrivent bientôt. Le gouvernement doit mobiliser. Il y a eu un débat, finalement, le bureau est complet maintenant au niveau de la CENI. Voilà. Il faut assurer un fichier électoral fiable. Il n'y aura pas de dépassement. Voilà. Donc la tâche est énorme. La tâche est énorme. Et c'est pour ça que je dis, nous devons chacun prendre nos responsabilités. Et moi, je suis fatiguée des débats. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, franchement, la télévision congolaise, là, je ne la suis plus au niveau des débats. J'écoute juste les informations. C'est trop politique. Non seulement c'est trop politique, tout le monde s'invente politologue. Non, c'est pas ça. Les gens qui parlent n'ont pas d'autorité à parler. Tout le monde est juriste, tout le monde est politologue, tout le monde est constitutionnaliste. Ils n'ont pas d'autorité pour parler. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites une intervention à la télévision avec des analystes, il faut que ce soit des interventions chirurgicales, référentielles, ciblées, avec des faits, pas des opinions ou des prises de position partisanes juste pour vous dire moi je suis de tel camp et tout. On s'en fout. Parce que comme je vous ai dit, même ceux qui n'ont pas voté pour le président Félix Tshisekedi, le souci c'est qu'il résolve le problème de tous les Congolais. Il est le président de tous les Congolais. C'est tout ce qui intéresse les Congolais. Que vous soyez d'un tel parti ou d'un tel, ce qui les intéresse, c'est pouvez-vous résoudre nos problèmes, les problèmes sociaux, les problèmes de santé, comme il a annoncé par exemple le problème de la couverture médicale et tout ça. Ça sont les choses qui intéressent les Congolais. Alors à la télévision, on a passé notre temps ici avec la CENI, Kadima, pas Kadima, Cynthia, pas Cynthia, Mario, pas Mario. En réalité, on n'aborde pas le fond du problème. Parce que le fond du problème, ce n'est pas les individus, c'est le système électoral qui doit être fiable et crédible. Moi, je vous ai dit, pour que les élections soient crédibles et transparentes, etc., c'est le fichier électoral qui doit avoir une base de données fiable. Mise à jour. On a proposé ici... Mise à jour, donc le recensement. Le recensement. Il faut la base de données qui soit reliée, comme je vous avais dit, une centrale. Moi, je ne suis pas informaticienne, mais bon, je me dis il faut une centrale qui soit reliée, comme on avait dit, à l'ADGM
pour les entrées et les sorties des Congolais. Bien gérer les flux. La centrale reliée au niveau des communes pour les naissances. Quand un Congolais naît, il est intégré, mais pas encore comme citoyen qui peut voter. Même Quand il atteint 18 ans, qui nous quittent, en fait. quand il atteint 18 ans, il est intégré dans le système de vote. Donc il est intégré automatiquement dans le fichier. Cette centrale aussi doit être connectée aux hôpitaux. Quand il y a des décès, on enlève, il est éjecté. La personne qui est décédée est éjectée du système. Voilà comment on fait. Ensuite, il faut numériser le système électoral. Il faut améliorer la collecte des résultats au niveau des bureaux de manière à ce que les compilations soient rapides. C'est toujours le chaos au niveau des compilations quand on doit compiler. On attend des jours, les mêmes problèmes. Mais sous d'autres cieux, on vote le matin, à 20 h, on connaît le président de la République. Comment ils font? Voilà les questions. Moi, je n'entends jamais ce genre de débat à la télévision. Ça, je ne suis pas. Préparer déjà les élections. On est sur des débats, je ne sais pas ce que ça nous apporte. Oui, non, mais c'est le cousin du président de la République. Mais on s'en fout, ça. Le système électoral, il est organisé comment? Comment vous avez organisé le fichier? On sera combien d'électeurs? Est-ce qu'on a le nombre d'électeurs? On a le nombre exact? Est-ce que c'est un fichier fiable? Est-ce que le fichier est corrompu? Voilà des questions. Les bureaux de vote. Il ne faut pas, cette fois-ci, des irrégularités, comme la dernière fois en 2011, on en a voté de 9 à 11 heures. Les bureaux, justement, les bureaux ferment avant l'heure, d'autres n'ont pas pu voter. On a oublié les majeurs, certains majeurs, tout ça. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Pas les débats stupides, insipides que moi j'entends à la télévision chaque fois. Voilà. Aujourd'hui, nous avons pratiquement un nouveau gouvernement. C'est pratiquement 3 ans. Il y a quelques jeunes qui sont dans un gouvernement. Je parle en général. Est-ce que vous êtes jeune, vous êtes en politique? Oui. Vous êtes secrétaire général d'un grand parti. Oui. Le Front pour l'intégration sociale. Et puis je suis coordonnatrice aussi dans un mouvement associatif à PRM Tshisekedi également. Vous êtes convaincu que les jeunes qui sont dans le gouvernement, en regardant honnêtement, ils ont fait un travail assez acceptable ou il faut encore beaucoup de travail? Non, honnêtement non. Je vous prends... Pour moi, l'un des piliers, par exemple, on a parlé des problèmes de l'énergie, on a parlé des problèmes de la sécurité. Le problème de l'éducation, c'est un problème très important. Vous formez des élites. Mais là, c'est un débat en continu. Mais justement, même en Europe, le débat sur l'éducation, il est permanent. Mais justement, c'est pas un débat il y a le débat sur l'environnement, partout sur l'environnement. Hein, comment on va protéger notre patrimoine, comment on va protéger l'environnement. Il faut bien les protéger. Justement. Je te prends un débat comme le problème de l'éducation. Est-ce que tu as entendu, toi, le ministre titulaire et sa vice, par exemple, c'est les PSP, c'est l'enseignement supérieur? Oui, ou même, je ne prends même pas les SU, je prends juste les PSP. Voilà. Et même les SU, je prends. Vous formez des élèves, je prends les PSP par exemple. Vous avez des élèves et puis que vous allez former pour aller à l'université. Est-ce que vous avez entendu une réforme sur le système éducatif qui doit être fait? Le problème de niveau d'enseignement, c'est un problème sérieux chez nous. Très important. Mis à part la logistique déjà qui pose problème. Oui. Voilà. Réfléchir sur les projections. L'autre fois, on n'avait pas pu terminer. Je vais vous parler de la culture. Est-ce que nous, au Congo, on peut dire qu'aujourd'hui, nos élèves connaissent leur histoire? Ils ne la connaissent pas. Moi, je n'ai jamais entendu Madame la vice-ministre à l'EPSP venir parler, dire voilà ce que nous allons pour les élèves. Il faut réformer les cours. On a appris l'histoire européenne, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais nos enfants, est-ce qu'ils maîtrisent l'histoire du Congo? Ils ne sont pas drôles. Est-ce qu'ils maîtrisent l'histoire de l'Afrique? Rien du tout. On nous a menti, nous, ici, Mario. Vous avez évoqué des lacs qui connaissent. Est-ce qu'ils connaissent, justement? L'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique a été racontée par des Européens. De manière mécanique aussi. Mais c'est ça. Et puis mensongère surtout. Mais il faut penser à retravailler et donner la véritable histoire. Moi j'ai fait les Asiatiques ont fait ça. Ils ont récupéré le titre. Voilà. Moi j'ai fait mes scolarités en Belgique. J'ai fait quasiment toute ma scolarité en Belgique. Les secondaires, les primaires, une partie de l'université, je l'ai faite là-bas. On m'a appris le théorème de Pythagore, on m'a appris la poussée d'Archimède, on m'a appris la coudée, on m'a appris le nombre pi, etc. Mais on m'a jamais dit que c'était des Africains qui étaient à la base de ça. Vous imaginez, moi on m'a dit c'est le théorème de Pythagore, mais ce n'était pas Pythagore, c'était des Égyptiens. Tous les théorèmes, il y en avait 42 qui étaient consignés dans un théorème qu'on appelle le papyrus qui était consigné dans le papyrus qu'on appelle le papyrus de Remt. C'était des Égyptiens. Nous les Africains, c'est nous qui avons fait ça. Nous avons conçu ces mathématiques et tout ça. Et je peux aller comme ça, on pourra faire une autre émission, mais c'est pour dire, voilà le genre de réforme qu'on doit faire. Le système judiciaire, moi par exemple, je dis, il faut des réformes.
moi, je ne peux pas comprendre le fait que les juges soient nommés par le président de la République. Pour moi, ça me pose un problème. Même aux États-Unis, je trouve que là, partout où on nomme les juges, proposez, nous courons derrière moi, le temps proposé. Il faut que le système, l'appareil judiciaire soit complètement autonome. Au niveau financier, au niveau de sa nomination des juges, pour avoir une véritable indépendance. Parce que quand on vous nomme comme ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu redevable. Voilà. Nous sommes aussi une jeune démocratie, nous sommes pratiquement à la fin. Quand vous regardez le Congo de demain, l'année 2022 qui commence pratiquement, vous vous dites que c'est sur quel signe que vous mettez? Moi, j'aimerais du concret, le signe du concret. Du concret. Oui. Il y a une véritable volonté du chef de l'État, et ça, je le salue. Il amorce des choses. Maintenant, il faut que les relais se fassent. Avec des gens aptes. Aptes. Le Premier ministre et son gouvernement, les mandataires, les gouverneurs là où ils sont, parce que ça aussi on n'a pas eu le temps d'aborder, ça serait une prochaine émission, mais il y a des problèmes un peu partout. Vous aurez relevé surtout pour les gouvernements. Absolument, c'est très important. Donc il faut je ne sais pas moi, redynamiser, il faut redynamiser tout ça, et puis il faut matérialiser cette vision. Sinon, on ne pourra pas défendre correctement le bilan. C'est la fin de l'année, vous avez sûrement des vœux à émettre aux personnes. Oui, à mes frères congolais, compatriotes déjà, je leur souhaite, joyeux Noël c'est passé, mais je leur souhaite quand même joyeux Noël, meilleurs vœux, une bonne année, la santé. À Béni, on suit aussi, parce qu'à Béni, il y a pas mal de problèmes. Exactement. La santé, parce que la santé, sans la santé, on n'est absolument rien. Il y en a qui fêtent, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Donc quand on arrive à la fin de l'année comme ça, on a la chance, Dieu nous a préservés, il faut le remercier. Vous êtes chrétienne, vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu en tout cas. Ça c'est une certitude, je crois en Dieu. Et on garde le sourire. Oui, on garde toujours le sourire. Donc je souhaite vraiment aux compatriotes qui me suivent une excellente année et de garder espoir et de ne pas s'autoriser à rêver grand et de se dire que c'est possible. D'accord, c'est possible. Alors, et puis à ma famille, à mon père et à mes parents, M. Koudoura et Mme Koudoura, voilà, je leur souhaite une très bonne année, à mes amis, à mes collègues, mes amis proches qui m'ont soutenu aussi pendant toute l'année. Et merci aussi pour les encouragements que je reçois tous les jours. Ouais. Ça ne manquerait pas en tout cas. Oui, les encouragements que je reçois. Je veux vous envoyer les messages comme une bonne année à vous également. Merci. Voilà, je vous en prie. En tout cas, moi, je vous dis merci, mais le meilleur à vous aussi. Merci pour la confiance, Madame Koudoura. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à l'équipe technique. Nous avons travaillé pendant pratiquement une année. C'est pratiquement le tout dernier numéro de l'année 2021. Merci à toi, Freddy Takidi, Koupar Bola, Gim Poutou, Samson Ilunga. Je remercie vraiment la grande équipe de Canal Kin Télévision. Je remercie aussi la confiance avec les téléspectateurs, les milliers, les internautes en Belgique, aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong, où on m'écrit souvent. Nous allons démarrer une nouvelle année. Il y aura beaucoup de surprises. Vous allez voir, c'est une surprise. Je vous laisse entre les très bonnes mains de Samson Ilunga. Allez, je vous dis bye bye.